sont assez importants. Donc, nous leur proposons, à travers ce partenariat, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'acquérir plus facilement un décodeur avec une carte à puce et 12 mois. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous suivre sur DTV, les titres de ce journal. Perturbation de l'année scolaire, la Fédération des enseignants du Sénégal a décidé de croiser les bras jusqu'à la satisfaction de ses revendications. Ses membres étaient dans la rue ce jeudi pour exiger du gouvernement le respect de ses engagements. Une autre marche prévue ce vendredi 9 février, celle de l'opposition. Pour beaucoup, ces leaders sont dans leur droit de manifester. D'autres soutiennent que ces responsables politiques ne sont mus que par leurs propres intérêts. Désormais, les entreprises qui ont un chiffre d'affaires de 2 milliards de francs CFA et plus ont l'obligation d'utiliser la plateforme e-tax, une exigence de la Direction générale des impôts et domaines. Cette application permettra aux contribuables de s'acquitter de leurs impôts et taxes par virement électronique. Réintégration en Ligue 1, l'Union sportive de Ouakam dans une mauvaise passe. Elle a enregistré 3 défaites en autant de sorties. Les supporters parlent d'impréparation et espèrent voir leur équipe sous de meilleurs jours. La Fédération des enseignants du Sénégal dans la rue ce jeudi. Les enseignants ont déserté les classes pour battre le macadam, une marche nationale qui s'est déroulée à Mbour. Ces manifestants exigent de l'État le respect de ses engagements. Très en colère, ils ont décidé d'aller en grève jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. Ils ont par ailleurs informé que les chiffres avancés par le gouvernement ne reflètent pas la réalité des faits. Mamadou Diop a pris part à l'exercice. Arborant des foulards et brassards rouges, les enseignants de la FEDER se sont retrouvés à Mbour pour organiser leur marche nationale. Ces enseignants qui ont déserté les classes pour battre le macadam exigent de l'État le respect des accords signés. Tous les textes réglementaires de notre pays, toutes les conventions internationales, le Code du travail, la C87, la C98, la constitution de notre pays, tout est bafoué parce que le droit à la négociation collective est consacré dans notre pays. Le gouvernement est en train donc de violer tous ces textes. Damboj et ses camarades très en colère ont à nouveau mis sur la table leurs points de revendication. La FEDER exige également l'appurement de la dette de 85 milliards en termes de rappel d'avancement, de rappel d'intégration et de rappel de validation. C'est pourquoi nous exigeons l'augmentation substantielle de l'indemnité de logement. Ces enseignants informent que les chiffres avancés par le porte-parole du gouvernement sont totalement faux. Ce que le porte-parole du gouvernement a dit, le montant qu'il a avancé, il a dit tout faux. Ce n'est pas 32 milliards, c'est 85 milliards que l'État du Sénégal doit aux enseignants du Sénégal. Et à l'endroit de Serigne Mbaye Thiam, les manifestants estiment que c'est le plus mauvais ministre de l'Éducation nationale que le Sénégal a eu à avoir. Le ministre de l'Éducation est en train de semer la zizanie dans le secteur. Nous considérons que c'est le plus mauvais ministre de l'Éducation de tous les temps. Maintenant, ce n'est pas à nous de le dégommer, c'est au président de la République de le faire. Maintenant, personne ne comprend pourquoi, jusqu'au moment où on en parle, avec toute la crise qui secoue le secteur, Serigne Mbaye Thiam reste inamovible. Après Mbour, les enseignants de la FEDER comptent faire les autres villes du Sénégal pour d'autres marches de protestation. Et si rien n'est fait, ils vont, disent-ils, durcir le ton et aller à la vitesse supérieure. Qu'est-ce qui explique le retard des chantiers de l'Université de Thiès? Une question qui hante le sommeil des acteurs universitaires de la capitale du rail. Ils exigent la livraison de ces infrastructures à la fin du mois de mars, date qui coïncide avec celle avancée par les autorités. Professeurs, étudiants, parents déplorent la politique de l'État concernant la construction des universités du pays. Djibi Sardioni était à Thiès. Pour réduire le nombre pléthorique d'étudiants inscrits à l'Université de Dakar, l'État du Sénégal a mis en place une politique de décentralisation des universités publiques. En 2007, celle de Thiès a vu le jour avec son programme de construction. Ces chantiers se poursuivent toujours mais tardent à être livrés. Vu que les conditions sont un peu très difficiles, comme vous avez pu le constater, le manque des infrastructures que vous avez noté. Les travaux devaient être livrés depuis octobre 2017, mais malheureusement, jusqu'à présent, ils ne sont pas encore livrés. De la peinture à l'extérieur,
tout un tas de travaux à l'intérieur. Cette situation pousse ces universitaires à douter de la date de livraison avancée par l'État. Le dernier délai qu'on nous a donné, ce sera en mars 2018 et nous sommes quasiment sûrs que nous n'aurons pas les infrastructures en mars 2018. Pas une confiance à 100%. Si je peux le mesurer, ça peut être à 40 ou 50%. Donc, je ne suis pas très sûr. Il doit y avoir régulièrement, chaque semaine, une réunion de chantier pour apprécier l'évolution du chantier. Plus loin, il demande aux autorités d'accélérer la cadence. Il y a 2 ou 3 mois de cela, les étudiants étaient en grève à cause des infrastructures, mais aussi une pénurie d'eau au niveau des campus sociaux. Ce déficit d'infrastructures oblige l'université à dépenser environ 100 de millions par an pour louer des bâtiments à usage administratif et à usage pédagogique. On voit tout le temps, il marche sur le terrain, le ministre qui vient, qui visite, qui part, mais je ne sais pas ce qui bloque les travaux. Les chantiers de l'université de Thiès traînent toujours, une situation qui rend difficile les conditions d'études des étudiants et des enseignants, dans l'espoir de voir un jour la livraison des infrastructures. Ces acteurs continuent de déplorer la politique de l'État sur la construction d'universités. Le disait en titre, la marche de ce vendredi initiée par l'opposition, diversement appréciée par l'opinion. Les personnes interpellées sont partagées entre mépris et considération. Certains pensent que cette manifestation est une évidence, d'autres soutiennent simplement qu'elle n'a pas sa raison d'être. Selon eux, beaucoup d'adversaires du régime en place ne sont motivés que par leurs propres intérêts. Un sujet d'Elhadj Moussabé. C'est en leur nom que l'opposition compte marcher pour exiger plus de démocratie. Des citoyens approuvent. Je trouve qu'ils ont le droit de marcher, donc tout Sénégalais, dès que tu revendes quelque chose, donc le droit de permettre de faire la marche, donc si c'est autorisé, je ne vois pas d'inconvénient là-dessus. D'autres minimisent et parlent d'intérêt purement politique. L'opposition devrait aider l'État du Sénégal à accomplir sa mission. Nous sommes tous Sénégalais. Si c'est vraiment l'intérêt du pays qui nous anime, nous sommes appelés à avoir des positions responsables. Nous sommes habitués aux fausses promesses des politiques. Du côté du pouvoir, on leur l'opinion. Idem pour l'opposition. Seul 1% est animé par l'intérêt des citoyens. Des élections libres et transparentes, socle d'une démocratie grandissante. Les adversaires du régime actuel en sont convaincus, mais elles doivent forcément passer par reconnaître aux citoyens le droit d'expression. L'intérêt donc réside dans une position d'alerte afin que tout Sénégalais en âge de vote puisse bénéficier de sa carte d'électeur. Honnêtement, c'est une occasion de le dire parce qu'il y a pas mal de Sénégalais qui n'ont pas pu voter. Donc ce jour-là, c'est l'occasion de le dire honnêtement. Beaucoup de concitoyens ne sont pas encore rentrés en possession de leur carte d'électeur. Et c'est anormal, alors que des milliards y ont été injectés. Le peuple a tout le temps été utilisé comme prétexte, mais ce dernier aussi a tort car il se soumet à chaque fois à l'achat de conscience. Ce 9 avril, l'opposition dans son ensemble marchera pour la préservation des acquis démocratiques. L'itinéraire habituel, place de la Nation, rond-point RTS, va connaître un changement. La procession débutera à Liberté 1 pour terminer à la rue 25 de la Médina. Elhadj Moussabé, il s'agit du 9 février et non du 9 avril. Nouvelle alliance pour le départ de Macky Sall. Nadem est la nouvelle plateforme mise sur pied pour faire partir le président Macky Sall du pouvoir. À côté des positions partisanes et des divisions récurrentes, l'organisation se veut également une tribune pour conscientiser les politiques sur la nécessité de faire bloc. Les libéraux Mamadou Lamine Massali, Serigne Assane Seck et Moussa Diakhaté sont les initiateurs. D'ailleurs, la plateforme entend participer à la marche de ce 9 février. Les propos de Moustapha Diakhaté au micro de notre reporter. Pour nous, le combat qui vaille et qui mérite d'être porté par toute l'opposition et toutes les forces qui pensent qu'il faut un changement à la tête de ce pays, c'est d'arriver à un catalyseur pour nous battre pour la disponibilité de nos cartes électeurs, pour un fichier électoral fiable, pour des élections libres et transparentes. Et pour moi, c'est ce qu'on appelle le PPDC, le plus petit dénominateur commun que nous avons, nous qui aspirons à gérer. Mais malheureusement, dans la pratique, nous constatons des divisions qui participent à fragiliser. Alors nous avons pensé
qu'au-delà de nos appartenances de parti, nous, acteurs, jeunes leaders, nous avons un rôle à jouer, celui de conscientiser nos aînés pour leur faire comprendre que la donne a changé. Abdoulaye Wade a fermé une époque et un temps, celui des leaders tout seuls, éclairés, tout puissants. On est à l'ère du leadership partagé. Au-delà de la personne de Macky Sall, c'est le système même qui fait du président le tout-puissant. Aucun changement ne saurait s'opérer si vous ne changez pas la tête de ce pays. Et c'est tout le sens de ce combat. Le chapitre économique, la Direction générale des impôts et domaines lance la nouvelle version de e-tax, une application qui permettra aux contribuables de s'acquitter de leurs taxes par virement électronique. Désormais, les entreprises qui ont un chiffre d'affaires de 2 milliards de francs CFA ont l'obligation d'utiliser cette plateforme. À ce jour, plus de 600 entreprises ont été capacitées pour utiliser les téléprocédures. À travers e-tax, la DGID veut moderniser la fiscalité sénégalaise. Les éclairages de Ndeye Fatimlo. e-tax, une plateforme qui vise à améliorer la gestion fiscale, très accessible et ouverte à tous. Elle permet aux contribuables de télédéclarer et de télépayer leurs impôts et taxes. Lorsque vous voulez souscrire, il suffit d'en faire la demande auprès de votre centre des services fiscaux qui va vous remettre un formulaire. Vous remplissez ce formulaire dans lequel vous allez mettre un certain nombre d'informations. Une fois qu'il a son mot de passe et son nom d'utilisateur, il se connecte sur la plateforme. Il trouve sur la plateforme l'ensemble de ces informations fiscales. Cette nouvelle version remplace celle de 2013, plus aboutie, plus sécurisée. Elle offre de nouvelles fonctionnalités. Désormais, l'utilisation de e-tax est devenue obligatoire pour toutes les grandes entreprises qui ont un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 2 milliards de francs CFA. En plus du gain de temps, les téléprocédures permettent une parfaite transparence de toutes les transactions du fait de leur traçabilité de part et d'autre et en temps réel. La plateforme e-tax, dans sa configuration actuelle, est très simple d'usage et est parfaitement fiable. Des dispositifs d'accompagnement ont été mis en place pour garantir aux entreprises une transition réussie vers les téléprocédures. Des sessions de formation à l'utilisation de la plateforme e-tax ont déjà été organisées. Plus de 600 entreprises ont été initiées à la déclaration et au paiement des impôts et taxes en ligne. Un dispositif d'assistance qui s'opère à 3 niveaux est mis en place. Une messagerie personnalisée à travers laquelle l'usager s'adresse directement à son agent fiscal. Un centre d'appel et de support accessible à travers un numéro orange. De 2013 à 2017, les recettes de la Direction générale des impôts et domaines ont connu une forte progression. Elles sont passées de 826,4 milliards à 1200 milliards. À travers e-tax, la DGID veut moderniser davantage le système fiscal sénégalais. En plus d'être sécurisée, cette plateforme compte faciliter aux usagers l'accès aux services publics, ceci en passant par la dématérialisation des procédures. 1,9%, c'est la contribution de l'environnement au PIB, une révélation de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie qui a mené l'enquête, une étude avec des limites mais qui servira au ministère de l'Environnement pour corriger certains manquements. Un cadre d'échange avec les acteurs concernés a été initié afin de partager les résultats de l'étude. C'était ce matin, Aïda Mamadou Diop aussi y était. Une bonne gouvernance environnementale nécessite de mesurer le poids du secteur dans l'économie nationale et il y contribue à hauteur de 1,9%. Ça paraît faible, mais il faut comprendre que les statistiques de l'environnement dont on dispose aujourd'hui présentent quelques incertitudes et par ailleurs, nous n'avons pas encore d'informations sur certains volets de l'environnement qui semblent être importants aussi. Une contribution minime selon le directeur de l'ANSD, mais qui révèle les limites de l'enquête. Celle-ci ne concerne qu'un certain nombre de sous-secteurs. Nous avons surtout évalué les sous-secteurs qui sont en relation avec les écosystèmes, notamment donc ça touche donc les ressources en eau, les ressources forestières, etc. Des limites certes, mais il conviendra de lever les contraintes et ainsi améliorer la contribution de l'environnement dans le PIB. C'est-à-dire un développement, pas un développement à n'importe quel prix, un développement qui permet la reconstitution de la richesse sans dégrader le milieu naturel, les milieux naturels.
Une contribution importante de l'environnement dans l'économie nationale nécessite un engagement politique donc. Le ministère ainsi que l'ANSD s'engagent ainsi à renforcer les actions déjà entreprises. La compagnie d'exploitation des oléagineux Copéol, une des huileries implantées dans la région de Kaolack, compte fermer ses portes, situation qui inquiète le cadre de concertation des producteurs d'arachides. En assemblée générale, ses membres ont tiré la sonnette d'alarme sur les conséquences d'une telle décision. Ils invitent l'État à trouver une solution au plus vite à ce problème. Pour plus de détails, suivant Mamadou Sen au micro de Pape Malik Fall. On a un contrat avec Copéol. Le contrat, on l'a rempli. On devait leur vendre vraiment 21 000 tonnes 700. On a fait le double, Dieu merci. Parce que cette la production est vraiment machallah. Mais le moment est que vraiment, il y a un problème qui est entre Copéol et l'État. Le problème, nous, ça ne peut pas nous épargner. Dans la mesure où Copéol est prêt à fermer son usine. Et si Copéol ferme, on ne va plus vendre vraiment nos arachides. Parce qu'il y a un problème de fiscalité qui les lie avec l'État. D'un montant de 8 milliards. Et Copéol avec ses experts, il doit payer 300 000 selon leurs experts. Donc il y a un écart de 7 milliards 700 millions. Et si l'usine ferme, nous, il n'y aura plus de contrat. Il n'y aura plus de commercialisation. Si on cultive sans engrais, sans intrants, il n'y aura pas une bonne récolte. Parce que le Saloum d'antan, c'était l'arachide. On se mariait, on construisait, on faisait acheter nos chevaux, etc., etc. À présent, la journée de consultation gratuite de ce samedi 10 février à Anne-Belair, une initiative du responsable apériste Mamadou Guissé, une équipe américaine accompagnée du ministère de la Santé viendra au centre de santé de la commune pour apporter son soutien à la population de Anne-Belair. Mamadou Guissé s'est entretenu avec notre reporter. Le samedi 10 février, de 9h à 16h, au centre de santé de Anne-sur-Mer, à côté de la mairie, qu'il y aura une journée de consultation gratuite pour toutes les populations, tous les âges. Et puis, ils amènent même des médicaments pour les cas suspects ou avérés. Et aussi proposent un suivi avec l'aide et le support des autorités sanitaires locales afin qu'il y ait un suivi correct des personnes consultées. Notre reportage du jour s'intéresse aux rabatteurs, communément appelés coxeurs. Ils travaillent en étroite collaboration avec les chauffeurs de car rapides ou Ndiagandiaye. Ils sont souvent victimes de manque de respect ou de considération du fait de remarques désobligeantes que la société porte sur eux. Mais le métier de rabatteur est loin du banditisme ou du vagabondage. Les coxeurs confient qu'ils arrivent à satisfaire leurs besoins et ceux de leur famille. Voyons cela avec Mamadou Samba. Sur la route, invités par divers moyens de propagande les clients à prendre un car rapide ou un Ndiagandiaye, mais il nous est plus ou moins incapable de définir ce qu'est le métier de rabatteur. Ndiol, un des leurs, apporte plus de précision. En réalité, nous sommes apprentis. On était jeunes, mais apprentis. En réalité, on était des apprentis. À cette époque, on était des jeunes et les travaux étaient durs. Les chauffeurs avec qui on travaillait nous payaient des salaires vraiment dérisoires. C'est ainsi qu'on s'est reconverti en rabatteur. La plupart d'entre eux sont des pères de famille. Ils exercent le métier pour trouver leur gagne-pain. Chacun d'entre nous gagne son pain grâce à ce métier. Nous sommes tous des pères de famille. Alhamdulillah, nous parvenons à payer le loyer, mais aussi à assurer la scolarité de nos enfants. Les rabatteurs sont souvent traînés dans la boue par certains clients, mais pour eux, ce métier est un choix très noble. Mais il n'y a pas de sous-métier. Si c'était à refaire, je n'allais jamais devenir rabatteur. Mais le destin est passé par là. Je suis très fier d'être coxeur. On tend la main à personne pour demander quoi que ce soit. Les sous-estimations ne nous dérangent guère. L'essentiel, c'est que nous gagnons dignement notre vie et nous subvenons à nos besoins. Nous sommes de véritables responsables des familles. On les appelle coxeurs au pays de la Teranga, mais ils ne sont pas des bandits, encore moins des vagabonds. Les rabatteurs demandent plus de considération.
Et nous ouvrons la page des sports. Tirage au sort des 32e de finale de la Coupe du Sénégal. L'US Ouakam fera face à Yego Foot Pro. Un désistement de l'UGB a favorisé et facilité le retour de l'Union sportive de Ouakam dans cette compétition. Le top départ est prévu les 14 et 15 février prochains. Ibrahim Fall nous en dit plus. L'université Gaston Berger Out, l'Union sportive de Ouakam complète le tableau des 32e de finale de la Coupe du Sénégal. L'équipe qui fait l'actualité ces derniers jours va en découdre avec Yego Foot Pro. Pas de quoi s'inquiéter, confie le président de la commission centrale sportive et d'organisation de la Fédération sénégalaise de football. Vous comprenez, je n'aurais pas aimé rencontrer Ouakam parce que l'équipe que j'aurais aimé rencontrer une équipe de division 2, de national 2 ou bien régional. Mais si nous rencontrons Ouakam, c'est les aléas du tirage. C'est un tirage au sort qui a été fait au vu aussi de tout le monde et devant la presse nationale. Donc c'est Ouakam qui est sorti et qui reçoit, même si Ouakam devait recevoir Stade de Mou, ou si Ouakam devait recevoir Mour Petite Côte ou Djambar, c'est programmé comme tel et pour les dispositions seront prises. Favoritisme de certaines équipes dans cette compétition, normale aux yeux de ce dirigeant du football sénégalais. On peut l'appeler ça des faveurs, parce que vous savez, avec les équipes qui sont en division régionale ou en national 2, c'est des équipes qui sont dépourvues de moyens. Si ces équipes de division inférieure devaient se déplacer sur Dakar ou bien dans les capitales régionales, vraiment c'était un peu dans l'incognito. Donc c'est pour ça que nous avons pu, comme vous avez dit, favoriser ces équipes de division nationale 2 et régionale, et aussi un peu les permettre d'économiser au moins un peu de sous pour pouvoir continuer humblement le championnat. C'est parti pour la succession de Mour Petite Côte, vainqueur de la Coupe du Sénégal en 2017. Les rencontres sont prévues les 14 et 15 février prochain. L'Union sportive de Ouakam peine à décrocher sa première victoire de la saison. Après réintégration, le club capitalise aujourd'hui 3 défaites en 3 matchs. Les supporters s'attendaient à un tel scénario. Ils parlent d'impréparation, mais ils espèrent que leur équipe se rattrapera lors des prochaines rencontres, n'est-ce pas, Mohamedou Diallo? Une amorce difficile pour l'ISO. 3 matchs, 3 défaites. Mais les supporters ne sont point surpris. Je ne blâme pas l'équipe. Ces défaites sont compréhensibles car tactiquement, nous ne sommes pas prêts. Nous avons une bonne équipe, mais nous n'avons pas eu assez de temps pour nous préparer. Or, nos adversaires ont eu tout le temps pour le faire. Beaucoup d'éléments clés du dispositif tactique de l'Union sportive de Ouakam évoluent aujourd'hui dans d'autres clubs. Le retour est vivement souhaité par ces Ouakamois. Avec le mercato, nous pensons que nous allons récupérer tous nos joueurs. Ils veulent tous revenir, mais nous ne baissons pas les bras. Notre ambition, c'est de faire partie des 6 premiers et nous y travaillons. Toutefois, ces supporters sont optimistes pour la suite. Tout le monde sait qu'il ne pouvait pas y être autrement, mais j'ai la ferme conviction que l'USO ne sera pas relégué. Nous resterons en première division. Les matchs s'enchaînent pour l'USO afin de lui permettre d'être à jour. Mais le club ouakamois devra mettre les bouchées doubles pour espérer rester en première division. Les fédérations de différents sports individuels viennent de recevoir des bourses olympiques. 30 000 $ pour chaque athlète. La bourse permettra de mieux préparer les Jeux olympiques 2020. Les fédérations pourront aussi organiser des stages techniques de formation destinés aux techniciens. La direction de la haute compétition leur demande de veiller à ce que ce fonds soit utilisé à bon escient. Les détails avec Abigail. Une amorce difficile pour l'ISO. 3 matchs, 3 défaites. Mais les supporters ne sont point surpris. Je ne blâme pas l'équipe. Ces défaites sont compréhensibles car tactiquement, nous ne sommes pas prêts. Nous excusons pour cet élément. Vous le savez bien, nous parlions des bourses qui ont été octroyées aux fédérations de différents sports individuels. Il s'agit de bourses pour les athlètes, 30 000 $ pour chaque athlète. Et la bourse devrait être utilisée à bon escient. C'est ce qui a été recommandé par la Fédération de la haute compétition. Voyons cela avec Abigail.
Des bourses olympiques ont été attribuées à des athlètes sénégalais de sports différents. Chaque athlète va bénéficier de $30 000 à partir de ce mois. Le Comité national olympique et sportif, à travers ce geste, compte soutenir ces athlètes dans leur préparation en vue des Jeux olympiques de 2020. Notre commission technique, composée, je le rappelle, de l'ensemble des directeurs techniques nationaux du Sénégal, a travaillé avec nous en mettant des critères pour pouvoir en fait attribuer des bourses. D'abord pour certains athlètes en sport individuel et comme vous le savez tous, pour pouvoir en fait se qualifier pour les Jeux olympiques de 2020. Manik Ndiaye, bénéficiaire d'une bourse en sport individuel, se dit fier d'être soutenu par son pays. Je suis très content d'avoir bénéficié de cette bourse. Et voilà, je suis fier d'être soutenu par mon pays. Et voilà, c'est à moi de commencer le job pour une bonne qualification aux Jeux olympiques de Tokyo 2020, Inch'Allah. La direction de la haute compétition demande aux fédérations de veiller à ce que ce fonds soit entièrement utilisé pour les entraînements. Il faudrait aussi qu'on puisse lancer un appel au président des fédérations pour leur demander de veiller sur l'utilisation optimale de cette bourse pour l'entraînement. Parce que l'expérience a souvent montré que cette bourse connaît souvent un problème de détournement d'objectifs. Il y a certains athlètes qui l'utilisent à d'autres choses qu'à l'entraînement. 10 fédérations ont bénéficié de cette bourse pour organiser des stages techniques. La bourse de sport d'équipe a été attribuée à l'équipe nationale féminine de handball. 7 athlètes en sport individuel ont également bénéficié de ce fonds. Et nous parlons du procès Khalifa Sall. Les interrogatoires des prévenus se poursuivent. Le maire de Dakar a pu répondre ce jeudi aux questions de ses avocats. Il a pu éclaircir sa position sur sa gestion de ses fonds de la caisse d'avance. Pour trouble à l'ordre public, maître Ousseynou Fall a été exclu de l'audience. Il a finalement été réintégré grâce à la clémence du président du tribunal, Code Ndiaye, pour les temps forts. Les interrogatoires se poursuivent au procès Khalifa Sall et ses co-prévenus. Le maire de Dakar s'est soumis aux questions de ses avocats. Répondant à une question de maître François Sarr, le maire de Dakar déclare que de hautes autorités de ce pays l'ont sollicité sur ce qu'il appelle des fonds politiques et parmi celles-ci, l'actuel chef de l'État, le président Macky Sall, c'était en septembre 2012. Une manière pour Khalifa Sall de confirmer le caractère politique de ces fonds. Maître Manga prend le relais. Il demande à Khalifa Sall si son refus d'accepter l'offre politique dont il fait état lui a valu sa comparution à la barre. Khalifa Sall répond par l'affirmative. Pour lui, ce procès est éminemment politique car son soubassement est politique. Maître Nefatou Touré revient avec le maire sur sa carrière parlementaire. Le maire de Dakar a à son actif 4 mandats parlementaires, mandats au cours desquels il a eu à répondre à des sollicitations de citoyens. Cette journée d'audience a été aussi chargée pour les percepteurs Oumar Bokoum et Ibrahima Touré. Les 2 inspecteurs du Trésor ont tour à tour répondu aux questions de la défense. Leur position sur la nature des fonds reste inchangée. Bokoum, comme Touré, persiste et affirme qu'il n'existe pas de fonds politiques à la ville de Dakar. Interrogé sur l'effectivité des dépenses, il considère que le règlement général de la comptabilité publique ne permet pas aux comptables publics qu'ils sont d'effectuer un tel contrôle. Oumar Bokoum a été le plus sollicité par la défense qui l'a interrogé sur sa gestion de la caisse d'avance durant ces 10 ans.